Pascal Affi-N'Guessan sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo ne cache plus son ambition. À quelques jours du retour au pays de son ex-mentor, acquitté par la Cour pénale internationale. La justice camerounaise inculpe 3 militaires. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le massacre de Ngarbo, dans le nord-ouest du pays. La région est en proie à des violences entre séparatistes et l'armée. Et puis, au Sénégal, le service de la dette sera allégé de 90 milliards de francs CFA cette année. Conséquence d'une décision des pays du G20, la mesure vise à lutter contre les conséquences du coronavirus. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Cette déclaration de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, je serai candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le président du FPI ne cache plus ses ambitions dans un contexte du retour imminent de Laurent Gbagbo au pays. Premier chef de gouvernement de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan préside depuis peu le Front populaire ivoirien, FPI, fondé par son ancien mentor, dont il plaide le retour au pays. Et pour cause, après plus de 7 ans de détention à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a été reconnu non coupable en janvier 2019 de crimes commis entre 2010 et 2011 lors des violences post-électorales. En liberté conditionnelle, dans l'attente d'un éventuel appel, il vient cependant de retrouver une liberté de mouvement. Forcément, il va revenir. Il ne peut pas rester éternellement hors de Côte d'Ivoire, d'autant qu'il est acquitté et que de toutes les manières, il sera déclaré libre de rentrer. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle, même si il est encore sous contrôle judiciaire. Mais ça là, c'est une question de temps. Donc il faut s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, il revienne en Côte d'Ivoire. Et c'est ce moment-là qu'il faut préparer. S'il veut être président du parti, je suis prêt à le lui céder et à jouer le rôle de vice-président. S'il est en Côte d'Ivoire et qu'il est éligible, je suis prêt à l'accompagner dans la bataille électorale. Mais s'il n'est pas éligible, il faut que lui aussi s'engage à soutenir ma candidature. Malgré l'imminent retour de l'ancien président, Pascal Affi-N'Guessan n'exclut pas sa possible candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain avec ou sans l'autre faction du FPI baptisée les Gor, Gbagbo ou rien. Avec les Gor ou sans les Gor, le FPI sera présent aux élections avec un candidat. Et j'espère bien être celui-là. Que ce soit dans le cadre de l'unité ou dans le cadre actuel, je serai candidat et les militants décideront. Dans tous les cas, si je dois être candidat, ce serait le candidat du FPI. Sauf si il y a un autre candidat qui est choisi par les militants du FPI, voilà, du FPI, que nous incarnons. L'ancien Premier ministre, qui garde des griefs contre la Commission électorale indépendante, n'entend surtout pas rééditer la politique de la chaise vide. Au Lesotho, Thomas Taban a été accusé par la justice d'avoir versé 400 000 maloutis, soit 21 000 euros, aux tueurs qui ont donc assassiné sa première épouse en 2017. L'ancien Premier ministre a, rappelons-le, démissionné le mois dernier de ses fonctions après plusieurs mois de crise politique provoquée par sa mise en cause dans le meurtre de cette dernière. Dans un document remis ce mardi à la justice, l'adjoint au chef de la police de Lesotho, Paseka Moketa, a accusé l'ancien Premier ministre Thomas Taban et son épouse d'avoir payé des hommes de main pour se débarrasser de sa première femme. Le couple voulait tuer la victime de façon à ce que Maïsaï Taban puisse devenir la première dame, y écrit Paseka Moketa. Il ajoute que Taban a lui-même désigné la résidence de la victime aux assassins. Selon le chef de la police, le couple avait promis au tueur une somme équivalente à près de 160 000 euros à verser en plusieurs mensualités. Il devait être payé en liquide et par le biais d'emploi s'il parvenait à exécuter la victime avant l'investiture du mis en cause en tant que Premier ministre, précise le document. Thomas Taban a épousé sa deuxième femme 2 mois après la mort de la première. Il a d'ailleurs démenti en mai dernier toute responsabilité dans le meurtre de sa première épouse et mis hors de cause son actuelle femme. Même s'il n'a pas été formellement inculpé, l'ancien chef du gouvernement reste sous la menace des juges.
Mais Chia Taban a quant à elle été inculpée en février dernier et placée en détention provisoire la semaine dernière. 3 militaires camerounais sont poursuivis par la justice de leur pays. Ils sont inculpés de l'assassinat en février de civils, dont 10 enfants, dans la partie anglophone du pays. Le massacre avait déclenché un tollé international contraignant le pouvoir à admettre la responsabilité de ces soldats. Depuis près de 3 ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun où vit l'essentiel de la minorité anglophone, dont une partie s'estime marginalisée par la majorité francophone du pays. L'armée avait initialement parlé de malheureux incidents avant que Yaoundé n'admette mi-avril qu'au moins 10 enfants et 3 femmes avaient été tués. L'Organisation des Nations Unies avait évoqué la mort d'au moins 23 civils, dont 15 enfants et 2 femmes enceintes dans la nuit du 13 au 14 février. Les 3 soldats camerounais arrêtés mi-avril ont été inculpés notamment d'assassinat, a déclaré le porte-parole de l'armée. 2 mois durant, Yaoundé avait nié la tuerie et le bilan de l'ONU. Le massacre avait provoqué un tollé international avec notamment l'intervention de la France alliée de Yaoundé et ancienne puissance coloniale. Au thème de cette enquête, mi-avril, le pouvoir reconnaissait enfin que 3 militaires incontrôlés et désobéissant aux ordres avaient tué, avec l'aide de supplétifs, 10 enfants et 3 femmes, puis tenté de masquer les faits par des incendies avant de falsifier leur rapport. Et un bref et une image à présent. En République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise ce jeudi par la justice congolaise contre Vital Kamerhe, principal accusé de procès anticorruption sans précédent. Le procureur a requis 20 années de travaux forcés et 10 années de déchéance de ses droits civiques à l'encontre de l'allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, jugé avec 2 de ses co-accusés pour le détournement de fonds publics. La justice a également ordonné la confiscation des propriétés immobilières acquises donc par l'accusé avec des fonds détournés pendant la période allant de janvier 2019 à ce jour. Les plaidoiries ont donc démarré depuis hier. La décision du tribunal est donc attendue dans les prochains jours. Et toujours en RDC, le docteur Denis Mukwege jette l'éponge. Le prix Nobel de la paix a démissionné de son poste vice-président de la commission de lutte contre le Covid-19 dans le sud du Kivu. Il évoque donc des obstacles préjudiciables à la mise en œuvre de sa stratégie contre le virus. Nommé le 30 mars 2020 par le gouverneur de la province du Sud Kivu comme vice-président de la commission multisectorielle de la lutte contre le Covid-19, le docteur Denis Mukwege a démissionné de son poste ce mercredi. Le prix Nobel de la paix pointe du doigt des faiblesses organisationnelles et de cohérence entre les différentes équipes responsables de la riposte à la pandémie dans le Sud Kivu. Il évoque également des obstacles qui ne permettent pas à son équipe de mettre en œuvre la stratégie qu'il avait proposée. Le docteur Denis Mukwege souligne notamment l'impossibilité de disposer au Sud Kivu d'un dispositif permettant de confirmer rapidement le diagnostic du Covid-19. Il expose que le délai requis de plus de 2 semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à Kinshasa a constitué un handicap majeur pour sa stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter. Les sources de l'équipe nationale de la riposte évoquent en plus un problème de moyens, mais annoncent que dès la semaine prochaine, les résultats seront disponibles dans un délai de 24 heures pour Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu. Trop tard, estime l'équipe du médecin, la stratégie du prix Nobel de la paix qui était préventive n'est plus adaptée. Mukwege dit en effet constater l'afflux de malades affectés par le coronavirus dans les hôpitaux de Bukavu. Selon plusieurs sources, déjà la semaine dernière, l'hôpital de Panzi que dirige Mukwege comptait une moyenne de 5 morts par jour, due probablement, selon les mêmes sources, au coronavirus, alors que la morgue de l'hôpital ne peut accueillir que 6 corps. Au Sénégal, le service de la dette sera allégé de quelques 90,57 milliards de francs CFA. Cette année, c'est grâce au moratoire accordé par les pays du G20 pour le gouvernement sénégalais. Il s'agit donc d'une bouffée d'oxygène qui permettra donc de lutter contre les conséquences de la pandémie du coronavirus. Le service de la dette de l'État sénégalais sera allégé de quelques 90,57 milliards de francs CFA cette année grâce au moratoire décidé par les pays du G20.
Dans un communiqué, le ministère sénégalais des Finances et du Budget a expliqué que cela se matérialisera par la suspension du paiement du principal et des intérêts dus à l'ensemble des créanciers du secteur bilatéral officiel entre le 1er juin 2020 et la fin de l'année, soit 13,51% du service de la dette extérieure dû en 2020. Le Sénégal entend affecter les budgets libérés au financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques de son programme de résilience destiné à lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, alors que le pays a enregistré plus de 4 500 cas de coronavirus et 54 décès. Le président Macky Sall avait salué le 17 avril dernier avec retenue la décision du G20 de suspendre la dette des pays les plus pauvres, parmi lesquels nombre d'États africains, mais il avait persisté à réclamer l'annulation de cette dette. Le Sénégal a toutefois réaffirmé son engagement à se conformer à l'ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis des créanciers du secteur privé et assuré qu'il n'envisage pas d'étendre l'initiative de suspension du service de la dette à ces derniers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.